Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis une semaine, l'école est plongée dans un chaos total, car vous n'avez pas plus anticipé la 5e vague que les précédentes, comme si à chaque fois, l'école était à l'abri du virus. Aujourd'hui, les écoles sont certes ouvertes, mais les classes sont dépeuplées, voire fermées. C'est le cas pour 10 500 d'entre elles, et les apprentissages sont au ralenti. L'état actuel de désorganisation des écoles, des collèges et des lycées n'est au final que la conséquence de 5 années d'affaiblissement du service public de l'éducation et de votre gestion par le mépris. De fait, vous réussissez un grand chelem historique. Ce jeudi, vous réunirez dans la grève toutes les organisations syndicales de l'éducation nationale. Ce sont les enseignants, mais aussi les inspecteurs, les chefs d'établissement, les infirmières, jusqu'aux parents qui seront dans la rue. Les mouvements lycéens s'y associeront également. On n'a pas trace d'un mouvement de grève aussi large à l'éducation nationale depuis 1968. Tous dénoncent votre mépris et votre gestion catastrophique de la crise depuis 2 ans, variant de manière incessante, avec 50 protocoles, dont 3 en 8 jours, en déconnexion avec les réalités du terrain, épuisant le personnel, les parents et les enfants. Vous êtes restés sourds aux demandes de renforcement du protocole, d'épurateurs et purificateurs d'air, de masques FFP2, de tests. Vous avez refusé d'embaucher du personnel supplémentaire, préférant dénoncer l'absentéisme des enseignants pour désigner les malades ou cas contacts confirmés. Avec ce dernier protocole réduit à des autotests en rupture de stock partout sur le territoire et une simple déclaration sur l'honneur, c'est en réalité la fin du contrôle sanitaire à l'école en pleine flambée épidémique. Alors après l'énième camouflet que vous a infligé hier soir le Premier ministre et face au jeudi noir qui s'annonce, quand allez-vous présenter votre démission, monsieur le ministre ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sylvie Tolman, on voit bien à la conclusion de votre question ce qui vous inspire réellement. Et je pense que quand un pays traverse une grave crise, encore une fois, il y a ceux qui, avec sang-froid, traversent la crise et ceux qui se précipitent sur les difficultés avec des arrière-pensées politiques. C'est évident dans la tournure de votre question. Les Français jugeront. Les Français qui nous regardent savent très bien ce qui nous motive. Ils savent aussi que quand il y a une comparaison entre les pays, loin d'être dans la caricature que vous avez dessinée, la France est très fière. Pas moi, la France. La France est fière parce que c'est grâce au travail des professeurs que je respecte infiniment plus que vous, parce que je ne pratique pas la démagogie, et ce respect, je le leur signifie en permanence. Oui, nous devons le respect aux professeurs. Et le respect aux professeurs, c'est le respect pour l'école. C'est pas de la fermer au premier problème venu. C'est pas d'invoquer je ne sais quelle solution magique. Vous me parlez des capteurs de CO2, Madame Tolman, mais je vous invite à un petit exercice. Regardez où en est chaque mairie socialiste aujourd'hui avec l'équipement en capteurs de CO2 de ces écoles primaires. Regardez aussi le bilan de votre quinquennat, puisque vous étiez sur ce terrain. Nous avons plus augmenté le budget de l'éducation nationale que vous ne l'avez fait. Et lors de cette crise, sur chacun des critères, nous avons été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, vous avez envie de faire une exploitation politique de la situation. Nous, ce que nous recherchons, c'est tout simplement que les enfants aillent à l'école, que cela se passe sereinement pour eux. Ce qui me frappe d'ailleurs quand je parle aux enfants dans les écoles, c'est qu'ils ont beaucoup moins l'esprit compliqué qui est le vôtre. Ils voient que ce que nous voulons, c'est l'école ouverte. Ce qu'ils veulent, c'est leurs apprentissages. Ils acceptent les gestes barrières. Et heureusement, vous savez, quand je veux sortir de ces veines polémiques, j'écoute les enfants et c'est beaucoup plus sain. Monsieur le Premier ministre, notre pays connaît une hausse exponentielle des prix de l'énergie depuis de longs mois maintenant. La forte augmentation des prix de l'électricité en particulier ne manque pas d'inquiéter. Selon le ministre de l'économie, cette hausse devrait atteindre 38 à 40%. Le gouvernement a annoncé la contenir à 4% pour les particuliers en 2022. Nous espérons évidemment que cet engagement sera tenu de bout en bout pour préserver le pouvoir d'achat des ménages déjà fragilisés par la hausse des prix du carburant. Mais la hausse des prix de l'électricité frappe également de plein fouet les clients des fournisseurs alternatifs, nombre d'entreprises et les industries électro-intensives. Plusieurs productions sont aujourd'hui en sursis. C'est tout un pan de l'économie du pays qui souffre.
Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de répondre à cette crise. C'est complexe, je vous l'accorde, et vous connaissez mon engagement de longue date sur ces sujets. La représentation nationale y prend toute sa part. Le 7 décembre dernier, nous présentions avec mon collègue Antoly Sellier une communication sur les prix de l'énergie et portions plusieurs recommandations pour y faire face. Il revient désormais au gouvernement d'apporter des solutions efficaces et pérennes. Le relèvement du plafond de vente d'énergie nucléaire produit par EDF à ses concurrents est une solution envisagée par le gouvernement. Vous le savez, une telle mesure a des effets pervers et risque de s'avérer coûteuse et peu efficace, et cela vient à faire porter à EDF seul le poids des mesures, d'autant plus qu'il a déjà été appelé à la rescousse quand ses concurrents ont été défaillants. D'autres solutions sont possibles. Je pense notamment à la mobilisation du levier fiscal et en particulier aux recettes TVA et également du budget charge de service public pour le soutien aux énergies renouvelables qui est aujourd'hui non utilisé. Il y a un besoin de mesures ciblées. Tous les acteurs ne subissent pas le même impact. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les solutions concrètes que vous envisagez pour sortir durablement de cette crise? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée Battistel, oui, vous le savez, notre objectif, qui est un objectif que nous partageons, c'est de protéger les Français de ces hausses des prix de l'énergie, qui sont des hausses très importantes et beaucoup plus importantes que prévues. Les Français, mais aussi nos entreprises. Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures que je ne vous rappellerai pas, un bouclier tarifaire, une hausse du tarif du chèque énergie et une baisse de la fiscalité qui est prévue au 1er février prochain. Je vous confirme que nous allons maintenir cette hausse à 4% des tarifs réglementés toute l'année et que notre objectif est de faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas d'effet rebond derrière et que les Français n'aient pas à payer la note l'année prochaine. Donc nous y travaillons actuellement avec le Premier ministre, avec Bruno Le Maire, avec Agnès Pannier-Runacher, notamment pour trouver aussi des solutions pour les industriels. Vous l'avez dit, il y a des situations très différentes selon les types d'entreprises, grandes ou petites, mais aussi au sein notamment des électro-intensifs. Certains d'abord bénéficient de l'Arenh, ce qui n'est pas le cas des autres entreprises européennes, mais aussi certains ont des contrats de long terme type Excelsium qui, eux, sont protégés. En revanche, pour les autres, nous cherchons la meilleure solution. Vous avez évoqué un certain nombre de pistes qui sont sur la table et sur lesquelles nous allons trouver le plus rapidement possible une solution. Nous travaillons également avec la CRE. Vous pouvez être certaine que nous faisons tout pour que nous n'ayons pas à faire subir à notre économie les conséquences de ces tarifs. Nous savons que EDF aussi peut avoir des conséquences de cette hausse des prix de l'énergie, mais nous devons tout mettre dans la balance et trouver le meilleur équilibre. Enfin, pour les électro-intensifs plus particulièrement, nous avons missionné Philippe Darmaillan pour justement travailler aux solutions de contractualisation à long terme sur les électro-intensifs. Voilà, vous l'avez dit, c'est complexe, mais nous sommes aux côtés des Français et nous vous apporterons des solutions. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis prêt à venir te trancher la tête pour montrer ma fermeté face à ta dictature. Tu vas crever, ordure. Notre pays n'a pas besoin de nègres pour représenter ses citoyens. La seule solution pour reconstruire la France est donc de renvoyer les parasites islamiques, entre parenthèses, tes fesses de socialope. Non, chers collègues, je ne suis pas en train de péter un plomb dans notre Assemblée. Ceci est une triste réalité. La réalité d'une démocratie malade. La réalité d'un pays qui considère ses élus comme l'exutoire de tous ses maux. La réalité d'une République qui aurait oublié ceux qui la font vivre, les porte-voix de ses citoyens, architectes et intendants de son quotidien, à savoir ses représentants. Encore plus grave, 25 septembre 2021, devant le domicile de Christian Estrosi, 22 décembre 2021, au domicile de Sandrine Rousseau, hier, au domicile de Stéphane Claireau. Jusqu'où laisserons-nous la violence croître? Jusqu'où accepterons-nous de nous laisser intimider, de voir la parole publique muselée? Ma question aujourd'hui a davantage vocation à être une alerte collective, partagée sur tous les bancs républicains de notre Assemblée et, je le sais, par le gouvernement. Chers collègues, je ne suis souvent pas d'accord avec un certain nombre d'entre vous. Pour autant, je continuerai à me battre pour que vous ayez le droit d'exprimer vos positions et moi les miennes. Je continuerai à me battre pour que nos désaccords puissent donner lieu à des débats dans le cadre prévu par notre Constitution pour solder ces désaccords et éventuellement trouver des consensus.
Nous ne pouvons nous résoudre collectivement à ce que nos désaccords se traduisent en actes de violence, d'intimidation ou de harcèlement contre les élus. Nous ne pouvons nous résoudre collectivement à ce que l'anonymat des réseaux sociaux donne lieu à des campagnes de harcèlement organisées, visant à dénoncer des élus soi-disant inefficaces, soi-disant absents à un moment donné, soi-disant en décalage. Je suis inquiète. Aussi, je nous appelle collectivement, représentants des institutions, parlementaires, journalistes, citoyens, à un sursaut républicain pour préserver notre démocratie et protéger notre liberté d'expression. C'est ni plus ni moins ça qui est en jeu. Il faut sortir de la peur. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne peux que partager depuis le ministère de l'Intérieur et au nom du gouvernement l'alerte que vous souhaitez donner sur cette augmentation substantielle des actions qui ciblent les élus. Je voudrais partager quelques chiffres avec vous du ministère de l'Intérieur. En 2020, ce sont 1276 actions, c'est-à-dire 3 fois plus que dans l'année 2019 tout entière. Des atteintes physiques qui progressent entre 2019 et 2020 de 23%, avec en 2020 toujours 60 parlementaires et 505 maires ou adjoints qui ont été victimes de violences physiques. 350 maires ou adjoints outragés en 2020. D'ores et déjà, sur les 11 premiers mois de l'année 2021, plus 47% de violences contre les élus et plus 30% des outrages. Ce sont donc 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints qui ont été victimes d'atteintes volontaires à l'intégrité physique. Et derrière ces chiffres, il y a les réalités que vous avez parfaitement décrites, Madame la députée. Cette réalité sont que les élus incarnent et représentent la démocratie. Et quand on est attaché à la démocratie, quand on défend la démocratie, quand on défend la citoyenneté, on défend l'intégrité des élus. Le débat, oui. La controverse, oui. La violence, la menace, jamais. Alors au-delà des mesures que je partageais tout à l'heure, je veux vous dire que la loi relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique qui a été adoptée le 27 décembre 2019 prévoit le renforcement de la protection juridique, la formation renforcée des élus, la contribution d'ailleurs des services des forces de l'ordre, l'information des maires par le préfet ou le procureur de la République. Cela vient compléter la circulaire du garde des Sceaux du 6 novembre 2019 sur le renforcement de l'échange des informations entre les élus et le président de la République et celle du 7 septembre sur la réponse pénale ferme et rapide avec suivi judiciaire renforcé. Pour répondre, Madame la députée, à votre interpellation sur la question des réseaux sociaux, nous étions ce matin plusieurs ministres à être à l'Élysée auprès du président de la République pour recevoir les conclusions de la commission Bronner. Le rôle des réseaux sociaux est fondamental. L'État finance les services de Pharos, mais les réseaux sociaux doivent être beaucoup plus rapides et beaucoup plus fermes en la matière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, depuis 10 jours, la communauté éducative est confrontée à une situation particulièrement préoccupante et éprouvante. Elle découle de la multiplication de protocoles visant à gérer la crise sanitaire. Ce qui pose problème, c'est certes la propagation du virus, mais aussi le caractère tardif de vos instructions et de vos revirements. La conséquence est qu'une grève qui s'annonce particulièrement suivie aura lieu demain. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, quelle est la genèse de cette situation chaotique à laquelle les élèves, les parents, les enseignants et les élus locaux sont confrontés? Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, quelles sont les réponses aux inquiétudes légitimes et aux mécontentements réels qui vont s'exprimer demain pour dénoncer l'inadéquation des protocoles, car ils épuisent les enseignants comme les familles? Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour restaurer la sérénité dans ce climat particulièrement anxiogène et préjudiciable pour les enfants comme pour les enseignants? Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, merci pour votre question qui me donne l'occasion de revenir sur la gestion de la crise sanitaire en général et sur la situation en milieu scolaire en particulier, qui évidemment doit susciter toute notre attention. Je voudrais, Monsieur le Président, indiquer par rapport à la question qui a été posée, quelle est la situation qui nous a conduit à prendre les décisions que nous avons prises. Et je veux le faire avec le maximum de sérénité possible. Cela a été dit à la question précédente, tout le monde le sait, nous sommes confrontés, la France, l'Europe, le monde, à un nouveau variant, Omicron,
qui a des caractéristiques spécifiques, on le sait à peu près maintenant. Il est beaucoup plus contagieux, sans doute, on l'espère, on le pense, on le mesure, un peu moins contagieux que le variant Delta, qu'il a beaucoup remplacé, mais pas encore complètement. Bien, à partir de quoi? La première des réponses, vous le savez plus que jamais, c'est la vaccination, puisqu'on sait tous, les sénateurs sont parfaitement au courant, notamment qu'avec un schéma vaccinal complet et la dose de rappel, on peut contracter Omicron, il n'y a pas de problème, c'est connu, on le sait, mais on est moins contagieux et surtout, on a infiniment moins de chances d'avoir des formes graves. Ou de risques, vous avez raison. Il faut le répéter à nos concitoyens. Donc la vaccination reste l'arme centrale. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de rappeler évidemment ici l'importance qui s'attache à l'adoption du texte sur le pass vaccinal qu'est en train de discuter la Haute Assemblée. Bien. Mais nous avons dû aussi, et c'est la source des difficultés que nous avons, adapter notre politique de dépistage. Cette politique de dépistage, de tests, depuis le début de la pandémie, elle repose sur des avis des autorités scientifiques et sanitaires, et c'est heureux. Et nos autorités scientifiques et sanitaires, monsieur le sénateur, sur l'évolution principale de la doctrine de dépistage, se sont prononcées, c'est comme ça, le 31 décembre 2021. Alors, pourquoi cette date? D'abord, on va vous répondre, hein, le virus ne connaît pas de vacances ni des fêtes, ces autorités non plus. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin de recul sur ce qui s'est passé sur les pays qui étaient en avance de phase, notamment au sud de l'Afrique et en Grande-Bretagne. Donc effectivement, nous avons reçu un protocole sanitaire, ce n'est pas les atermoiements du gouvernement, c'est l'évolution de la doctrine sanitaire faite par les autorités habilitées et qui nous dit quoi? Et c'est assez logique. Elle nous dit, évidemment, quand on est cas positif, depuis le début, ça n'a pas changé, on doit s'isoler. Simplement, compte tenu des caractéristiques d'Omicron, elle nous dit, si vous avez un schéma vaccinal complet, et c'est heureux de distinguer, c'est notre politique, ceux qui sont vaccinés de ceux qui ne le sont pas, la durée de l'isolement se trouve réduite. Et par ailleurs, les cas contacts, enfants ou adultes, en tout cas pour les adultes qui ont un schéma vaccinal, ça c'est l'innovation, on ne s'isole plus, mais en revanche, on se teste davantage. C'est-à-dire que là où il fallait un test, il en faut 3. Si ça vous fait sourire, moi je veux bien, ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs le cas de tous les pays qui nous entourent. C'est le cas de tous les pays qui nous entourent. On se teste davantage. Et c'est donc, mesdames et messieurs les sénateurs, ce qu'à l'école comme ailleurs, nous appliquons. C'est d'ailleurs ce qu'à l'école comme ailleurs, nous appliquons. Avec un certain... Alors, je le dis au passage parce que j'entends dire il faudrait réduire les tests. D'ailleurs, les mêmes qui nous disaient avant Noël, il faut les rendre gratuits et les augmenter. Il ne faut pas réduire les tests. Il ne faut pas réduire les tests. Et d'ailleurs, je veux vous donner un chiffre aujourd'hui. Je disais que la France était parmi les pays qui testaient le plus au monde. C'est encore plus vrai parce que cette semaine, grâce soit rendue à tous ceux qui concourent à cet effort collectif, nous serons sur une augmentation de 27%, c'est-à-dire qu'on est sur une moyenne hebdomadaire de 12,1 millions de tests. C'est inédit et je pense qu'on peut rendre hommage aux laboratoires, aux pharmacies, à tous les professionnels qui testent des enfants comme des adultes. J'en profite pour dire à la Haute Assemblée, vous y serez sensible, Monsieur le Président, que je l'avais déjà annoncé lors d'un déplacement à Rosny en fin de semaine dernière, voyant les queues qu'il y avait. Oui, il faut tester beaucoup, donc il y a des queues, c'est vrai. On a accru la fourniture des tests et des autotests. Oui, là aussi, il y a une tension mondiale sur le marché des autotests. Mais 11 millions, je l'ai déjà déclaré, 11 millions sont en cours de livraison dans toutes nos pharmacies. C'est d'ailleurs plus une question de bras souvent qu'une question de produits. C'est les deux.
Donc, je l'ai dit la semaine dernière, je vois des initiatives, nous les encourageons, de maires, d'élus locaux qui réouvrent, comme ils sont mobilisés sur la vaccination, des centres de tests, y compris, pourquoi pas, comme je l'ai dit en Seine-Saint-Denis, à côté des écoles. Je veux dire à la Haute Assemblée que non seulement nous souhaitons, nous favorisons, mais que nous débloquerons tous les moyens financiers pour accompagner ce mouvement de déploiement de centres de tests. Que ce soit clair. Mais ça concerne les écoles, mais c'est parce qu'à l'école, évidemment, ce qui pose question, outre les allègements du protocole que j'ai déjà annoncé, ce sont aussi les queues que faisaient les enfants et leurs parents dans les pharmacies et auxquelles nous devons répondre. Donc, mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons, écoutez-moi, je sais bien que les heures sont polémiques, etc. Tout ça, je l'entends parfaitement. J'ai l'habitude, rassurez-vous. Notre politique, c'est celle-là. On vaccine et on teste. L'alternative, je termine là-dessus, Monsieur le Président, l'alternative, c'est quoi? C'est la fermeture des écoles, de l'économie. Et ça, et je suis sûr que nous sommes largement unanimes, nous ne le voulons pas. Monsieur Bourgi. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de répondre à ma question. Et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt et de vous respect que je vous écoute, même lorsque vous me tournez le dos. Je voulais vous dire, Monsieur le Premier ministre, que les propos que vous venez de tenir, ce sont ceux que vous avez tenus hier à l'Assemblée nationale, que j'ai écoutés aussi avec beaucoup d'intérêt. Je regrette que vous n'ayez pas mesuré la gravité de la situation. Je regrette que vous donniez le sentiment d'être finalement déconnecté des réalités et dépassé par les événements. Je regrette finalement, à travers votre question, cette réalité que vous venez d'offrir aux Françaises et aux Français, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a rendu les armes devant le virus. Je vais répondre aux éléments de réponse que vous avez apportés. Vous nous indiquez que la première réponse, c'est la vaccination. Et Monsieur le Premier ministre, c'est la proposition que le groupe socialiste a faite depuis plusieurs mois, l'obligation vaccinale. Deuxième élément de réponse, Monsieur le Premier ministre, vous évoquez le dépistage. Monsieur le Premier ministre, je vous propose de mobiliser les forces de la sécurité civile afin qu'ils aillent dans les écoles épauler les équipes éducatives afin que le dépistage se fasse dans les écoles. Et enfin, je répondrai par un troisième élément, une question. Le gouvernement lutte-t-il contre l'épidémie ou lutte-t-il contre la gestion ou pour la gestion de la diffusion du virus par une immunité collective? Le jour où vous aurez répondu à cette question, peut-être que vous serez davantage écouté et compris par le parlementaire et par les Français. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à la ministre de la Culture et de la Communication. Annulation de spectacles, report de dates, arrêt des tournées. Telle est la situation difficile du spectacle vivant en ce début d'année. En plus de la 5e vague et de ses conséquences, les décisions annoncées en décembre dernier, en l'occurrence le rétablissement des jauges et l'interdiction des concerts debout, prises sans concertation, ont aggravé les perspectives du secteur culturel. Une relance soutenue était espérée en septembre 2020. Malheureusement, ce ne fut qu'une reprise compliquée, marquée par un retour plus que timide du public. La fermeture totale des lieux de culture pendant plusieurs mois n'y est peut-être pas pour rien. Alors, par-delà la déception ressentie par tous les acteurs culturels et que nous partageons, c'est une réelle inquiétude pour l'avenir. Certes, les aides du gouvernement et leur prolongation permettront au secteur de continuer de résister. Nous le souhaitons en tout cas. Mais, Monsieur le ministre, ces lieux ne doivent plus être stigmatisés. Ils ne sont pas des espaces de contamination. Et les professionnels ont toujours été au rendez-vous et responsables en proposant et en mettant en œuvre des protocoles sanitaires renforcés. Une véritable concertation entre tous les acteurs est attendue. Faisons-leur confiance, donnons-leur enfin la visibilité qu'ils réclament. Nombre d'artistes et de techniciens sont en grande difficulté aujourd'hui, certains n'ayant pas retrouvé les plateaux depuis plusieurs mois. Alors, dans ce contexte difficile, l'année blanche des intermittents s'est arrêtée au 31 décembre dernier. Ma question sera simple. Avez-vous effectué une évaluation et allez-vous la prolonger jusqu'à l'été prochain? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Robert. Je vous prie d'excuser l'absence
de ma collègue Roselyne Bachelot, qui est retenue dans le cadre d'obligations liées à la présidence française de l'Union européenne, mais avec qui, je le sais, vous travaillez en confiance au quotidien. Cette crise et ce virus a très fortement impacté le secteur culturel partout dans le monde. Parce que nous savons que pour lutter contre le virus, il a fallu, et il faut encore à certains égards, limiter les rassemblements. Et c'est le rôle et la force de la culture que de rassembler et d'unir les Français et par-delà la France, d'unir dans le monde entier. Mais la France s'est singularisée par son soutien résolu et continu au secteur culturel. La culture, c'est probablement le premier bénéficiaire du quoi qu'il en coûte. 14 milliards d'euros depuis le début de cette crise. Nous n'avons pas à le regretter. C'était nécessaire, c'était essentiel. C'est un choix politique majeur qui a été fait pour permettre au secteur de tenir, lui permettre de rouvrir. Parce que grâce à la vaccination, grâce au pass, tous ces lieux ont pu rouvrir. Il y a un an, jour pour jour, 20 fois moins de cas chaque jour dans notre pays, et pourtant les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés, les musées étaient fermés, tous les lieux culturels étaient fermés. Un an plus tard, il y a 20 fois plus de cas, mais ils sont tous ouverts grâce à la vaccination et grâce au pass. Nous avons effectivement été amenés à devoir prendre des mesures temporaires, et j'insiste vraiment sur ce mot, je dirais même très temporaires, de limitation de jauge dans un certain nombre de lieux, et notamment en intérieur, jusqu'à 2000 personnes. Évidemment que nous continuons à accompagner le secteur, puisqu'une partie du secteur est impactée par ces mesures, vous l'avez dit. Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire l'ont annoncé. D'abord, le dispositif coût fixe pour les entreprises qui perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, l'activité partielle sans reste à charge. Et puis l'activité partielle pour les intermittents. Vous en avez parlé, qui en bénéficieront si leurs spectacles sont annulés. Nos évaluations, puisque c'était votre question, montrent que la grande majorité des intermittents ont pu reconstituer leurs droits à la fin 2021. Mais je vous le dis, tous auront un filet de sécurité durant l'année 2022 et nous réactivons les dispositifs sectoriels. Vous le voyez, Madame la sénatrice, nous tenons à ce que la culture garde sa juste place au cœur de l'âme de notre pays. Madame Robert. Oui, donc vous n'avez pas complètement répondu à mes questions. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'arrêter cette politique de stamp and go qui met tout le monde dans la difficulté brutalement et qui surtout nuit finalement à l'efficacité de l'action publique. Je pense que le secteur attend vraiment de la visibilité et un grand plan de relance pour les mois à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. L'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique deviennent des sources majeures d'instabilité dans un contexte de montée des inégalités et d'effritement de la cohésion sociale. Il devient en conséquence impératif d'accélérer les transitions. L'objectif a été clairement défini. Il nous faut baisser d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Cela ne se fera pas par magie. Il est demandé des efforts d'investissement massifs aux entreprises comme aux ménages en vue de décarboner notre société et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles au moment où l'inflation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages et asphyxie nombre de nos entreprises. Monsieur le ministre, le remboursement des emprunts réalisés pour financer les plans de relance et les dizaines ou plutôt les centaines de milliards d'investissements indispensables pour relever les défis climatiques et numériques en mettant en œuvre des transitions socialement justes et soutenables appellent des moyens importants qui ne seront pas couverts par les nouvelles ressources propres prévues à l'échelle européenne. En effet, ces 3 nouvelles ressources ne devraient générer en moyenne que 17 milliards d'euros par an d'ici 2030. On est loin du compte. Ceci conduit à revenir sur les règles budgétaires européennes. Je pense ici au référentiel lié à la dette, les fameux 3% et 60% du PIB, issus du pacte de stabilité et de croissance, qui ont fait leur temps, montré leurs limites et sont incompatibles avec cette urgence à investir massivement. Le président de la République a semblé un temps s'inscrire dans cette perspective. Monsieur le ministre, qu'en est-il aujourd'hui, alors que lors de la présentation des priorités de la présidence française de l'Union européenne, son propos à ce sujet est apparu très évasif? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Joly, vous m'interrogez sur le cadre budgétaire européen, à la fois sur les règles qui régissent son fonctionnement, mais aussi sur les nouvelles ressources dont l'Union a décidé de se doter. Cela me permet de répondre en 3 points. Le premier pour dire que le simple fait que l'Union européenne ait décidé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, de se doter de nouvelles ressources propres, à la fois pour financer le remboursement des emprunts contractés solidairement et mettre en œuvre le plan de relance européen, est un progrès majeur et à souligner en matière d'intégration et de solidarité européenne.
Sans la mise en œuvre du plan de relance, et vous savez l'investissement du président de la République, il n'y aurait pas eu de définition de nouvelles ressources propres et nous n'aurions pas même ce débat aujourd'hui, avec un intérêt particulier porté par la France à la définition de ces ressources propres pendant l'année 2022, priorité étant donnée au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, au système d'échange de quotas. Nous savons aussi qu'il faut croiser, si vous me permettez cette expression, le débat sur la fiscalité internationale et les minimums de taxation avec l'accord intervenu au sein de l'OCDE. Et je crois que vous partagerez avec moi le fait que cet accord au sein de l'OCDE sur une fiscalité minimum est la démonstration que les combats les plus longs peuvent être gagnés. Personne n'aurait imaginé il y a quelques mois ou quelques années que nous puissions collectivement aboutir sur un tel accord en matière de fiscalité minimum des multinationales. Il y a, au-delà des ressources propres, et vous avez compris notre attachement, celui du président de la République bien évidemment, la volonté de réfléchir à un nouveau cadre budgétaire. La Commission européenne a communiqué le 19 octobre dernier et elle a posé quelques principes au débat qui va se dérouler tout au long du premier semestre. Le premier principe est celui de la crédibilité. Il faut avoir des règles qui encadrent l'évolution des finances publiques en Europe, garantissant la crédibilité de notre économie comme de notre monnaie. Le deuxième principe est la souplesse et l'intelligence. La souplesse pour pouvoir répondre aux crises et l'intelligence pour financer les transitions nécessaires. C'est le cas de la transition écologique, c'est le cas de la transition numérique. Cela s'inscrit aussi dans la droite ligne des plans d'investissement qui sont mis en œuvre au niveau communautaire comme au niveau européen. Ce débat est ouvert, il ne faut pas le précipiter si nous voulons qu'il puisse être réussi. Et pendant tout le premier semestre, la France, dans son rôle à la présidence française de l'Union européenne, va veiller à ce que ce débat puisse aboutir de la manière la plus consensuelle, mais toujours avec cet objectif en tête, l'intelligence d'une règle pour financer les investissements, Conclure. la souplesse et la crédibilité. Monsieur Joly. Merci. Les transitions nécessitent de changer de braquet. Il devient donc urgent de sortir d'une vision conservatrice des politiques budgétaires qui ont montré leur inadéquation au règlement des crises, qu'il s'agisse par exemple de la résolution de la crise de 29 ou celle plus récente de 2008-2012. C'est en s'écartant de ces règles que la reconstruction européenne a pu être menée à bon rythme après la Seconde Guerre mondiale. C'est une perspective d'investissement d'une ampleur analogue qui nous attend. Je vous remercie.